De l'autre côté de l'Atlantique, au laboratoire national des grandes tempêtes à Norman dans l'Oklahoma, l'équipe de l'hydrologue Jonathan Gourlay travaille sans relâche pour améliorer les mesures du pays face aux inondations soudaines. La mission principale du laboratoire est d'essayer d'atténuer l'impact de ces phénomènes sur notre société. On souhaite réduire les dommages matériels, mais surtout les pertes humaines provoquées par ce type de crue. C'est le phénomène climatique qui fait le plus de morts aux États-Unis. L'origine des crues peut varier. Elles peuvent être causées par de fortes précipitations sur un laps de temps inférieur à 6 heures. Ce sont les crues éclairs. Des crues torrentielles peuvent aussi surgir après des jours, voire des semaines d'importantes chutes de pluie. Mais ce sont les inondations soudaines qui sont souvent les plus mortelles. Elles sont dangereuses pour de nombreuses raisons. À mon sens, leur danger ne saute pas aux yeux. Il n'y a pas d'indice visuel et frappant comme c'est le cas pour d'autres phénomènes naturels. N'importe quelle personne qui voit une tornade, par exemple, sait que ça peut être extrêmement dangereux, même si elle est petite. On a conscience qu'elle peut être mortelle, alors on se met immédiatement à l'abri. Si on regarde l'origine des inondations soudaines, ce n'est que de la pluie. La pluie est essentielle à notre société. On dépend d'elle. C'est là que le problème se pose. Comment faire la différence entre une pluie bénéfique et une pluie torrentielle responsable d'une inondation soudaine? On ne repère pas forcément les signaux d'alerte avec la pluie, alors que c'est beaucoup plus facile avec les autres phénomènes naturels. Jonathan dirige un projet de simulation d'hydrographes dans des zones inondables surnommé Flash. Les appareils associent des relevés de pluie en temps réel à une modélisation des surfaces au sol pour fournir des informations précises permettant de diffuser ou non des alertes inondations. On observe généralement quelques jours à l'avance des signes avant-coureurs des inondations soudaines. Souvent, toutes les couches de l'atmosphère sont bien plus chargées en humidité. On peut se servir de ces indices pour prévoir les chutes de pluie. La difficulté est de déterminer précisément l'endroit où la tempête frappera et donc la région où les fortes précipitations tomberont. Ce sont les radars météo qui nous fournissent les premiers éléments d'information sur la situation. 160 radars météo au total sont installés aux États-Unis. Leurs signaux sont reçus par le laboratoire où travaille Jonathan. Ils permettent de localiser les événements météorologiques dans tout le pays. Si de fortes pluies tombent sur un sol sableux, ça peut ne pas poser de problème. Mais si ces mêmes précipitations tombent sur une ville essentiellement constituée de béton, de matériaux imperméables et de parkings souterrains, ça peut facilement provoquer un écoulement qui devient rapidement très dangereux. Le Flash crée ensuite des modèles hydrologiques communiqués aux prévisionnistes du pays pour améliorer la rapidité de réaction face aux inondations. On cherche à mettre à disposition des prévisionnistes des outils plus fonctionnels. C'est eux, en réalité, qui ont un rôle clé face à ce genre de situation. Grâce à nos services, on aimerait qu'ils puissent lancer des alertes inondations avec assez d'avance et surtout affiner la localisation des endroits qui peuvent être touchés. Leur travail n'en serait qu'amélioré. Bien comprendre les causes de ces crues dévastatrices permet d'affiner les prévisions pour alerter à temps la population et éviter les conséquences dramatiques qui en découlent. 11 août 2002, retour à Prague en République tchèque. Après quelques jours de beau temps, une tempête s'abat de nouveau sur la région. Les eaux de la Vltava continuent de monter. Le risque d'une inondation catastrophique devient de plus en plus réel. La quantité de pluie tombée pendant la semaine s'élève à 300 mm à certains endroits. Cela fait des décennies que l'on n'a pas vu un déluge de cette ampleur. En fait, on était surpris de la situation, qui était bien pire que celle que les prévisions annonçaient, surtout en termes de précipitations. Certes, on avait vu arriver de fortes chutes de pluie, mais elles étaient peut-être 50% plus importantes que prévu. C'est là que l'état de la rivière a empiré. Le niveau de la rivière et des barrages déjà très élevé après les nombreux jours de pluie
atteint rapidement des records historiques. Le sol est maintenant saturé, le courant s'intensifie et la pluie continue de tomber. Les modèles de prévision indiquaient qu'une dépression se dirigeait vers l'Europe centrale et provoquait des précipitations, probablement dans les mêmes zones qui avaient été touchées quelques jours avant. Ce signal alarmant indiquait qu'une crue exceptionnelle et radicale allait sûrement arriver. L'Institut tchèque d'hydrométéorologie est une agence gouvernementale chargée de surveiller et de prévoir les conditions climatiques et hydrologiques du pays. La mission de l'Institut tchèque d'hydrométéorologie est d'abord d'alerter le public sur les risques de crues, mais surtout de prévenir les autorités en charge de la gestion de la crise. L'après-midi du 11 août, l'Institut place la région une première fois en alerte crue. La population doit s'attendre à une catastrophe. Les premiers secours se mobilisent immédiatement. Parmi eux, Ludek Prudil, chef des pompiers de Prague. Dès qu'on reçoit l'alerte, il faut se préparer au pire. Si une crue exceptionnelle est attendue, il faut mettre en place des mesures adaptées à ce type de catastrophe. On a plusieurs solutions. On commence par envoyer des patrouilles pour organiser les évacuations. Ensuite, on rassemble des sacs de sable avec lesquels on essaye tant bien que mal de constituer des barrières. On peut aussi faire appel aux forces spéciales. Dans la plupart des cas, la crue monte graduellement, ce qui nous permet d'adapter les mesures en fonction de la montée du niveau des eaux. En temps normal, l'Institut délivre un flux continu d'informations concernant les précipitations. Mais le déluge est tel que les systèmes de mesure sont totalement hors d'usage. Les prévisions annoncées sont donc incomplètes. Le problème terrible qui s'est posé pour les prévisionnistes, c'est qu'on a perdu beaucoup de données. La majorité des stations de relevé météo ont été détruites, et même celles qui étaient installées bien au-dessus du niveau de l'eau ont malheureusement été déconnectées. Les réseaux électriques des quartiers inondés ont été abîmés. C'était le chaos total. On a fait l'expérience d'un monde sans prévision possible. Pour les habitants de Prague, il est impossible d'avoir une idée exacte du danger qui les menace. Pour Peter Welensky, conservateur animalier du zoo de Prague, la situation est grave. Il tente désespérément d'obtenir des informations car la vie de centaines, voire de milliers d'animaux sont en jeu. La communication était purement et simplement mauvaise. Les habitants essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, mais le gouvernement prenait la situation à la légère. On était obligé de vérifier sur le site officiel pour savoir exactement de quoi il était question. Mais quand ce n'est pas votre métier, il est difficile de faire des prévisions avec ces données. Toute la journée, la télévision publique et la radio annoncent que des inondations importantes peuvent survenir dans les quartiers situés au bord de la Vltava. Une rumeur commence à circuler. L'inondation serait la pire que la ville ait connue depuis 150 ans. Pendant ce temps, les prévisionnistes peinent à accéder aux données relatives à cette catastrophe imminente. On a diffusé des alertes et des bulletins d'information. Pour Prague, nos prévisions se sont confirmées 3 heures après, quand on a réussi à récupérer une partie des données et à les analyser. Cela nous a permis d'annoncer quelques estimations sur le développement du phénomène. Mais ce n'était qu'une alerte globale. Les prévisions exactes et les données étaient toujours indisponibles dans une grande partie du pays. Le soir du 11 août, près de 50 000 habitants de Prague sont sommés d'évacuer. Le maire Igor Nemek appelle tous les Pragois à prendre leur voiture et à s'éloigner de la ville. Chaque personne a droit d'emporter avec elle une valise pour fuir. Le maire annonce aussi que le pont Charles, vieux de près de 7 siècles, et l'une des attractions phares de Prague, sera fermé au public. Les grues pourront ainsi dégager les troncs d'arbres et les débris emportés par le torrent de la rivière Vltava. Je me suis arrêté plusieurs fois sur le pont pour observer le torrent d'eau se déverser entre les deux rives. J'ai senti sous mes pieds les vibrations du pont provoquées par le courant. Du point de vue des secours, je pense qu'ils ont fait le bon choix de le fermer.
Ça devenait beaucoup trop dangereux. Le pont aurait pu finir par s'effondrer. Tandis que les habitants quittent la ville, les commerçants essaient de sauver leurs marchandises. Des militaires ainsi qu'une centaine de volontaires remplissent des sacs de sable et construisent une barrière pour protéger le quartier médiéval de Malasterana. Les habitants commencent à prendre conscience de ce qui est en jeu. Des pluies torrentielles ont déjà frappé des pays voisins comme l'Allemagne et l'Autriche. Des inondations en Russie ont provoqué des dizaines de décès. Les tempêtes ont tué plus de 70 personnes en une semaine en Europe.